Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Choc politique pour cette nouvelle série en route vers les élections de 2026. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un acteur politique qui va créer un organisme. Je parle ici de Marc-André Ouellette. Monsieur Ouellette est cofondateur de Québec innovant, qui est un nouveau parti politique, organisme politique qui veut favoriser l'émergence d'une nouvelle culture politique en prévision des élections de 2026. Alors, nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour cette discussion. Alors, bonjour, Monsieur Ouellette. Je vous inviterai à vous présenter à notre auditoire. Bonjour Christophe. Puis d'abord, merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être assez court. Euh, je suis un citoyen engagé depuis plusieurs années. Moi, par contre, je me retrouvais pas dans aucun des partis politiques. C'était souvent de voir un peu la dynamique à l'Assemblée nationale qui parfois me décourageait. Des fois, c'était des périodes de questions, ou souvent, c'était des guerres idéologiques entre partis. Puis c'est normal, là. C'est normal qu'il y ait une compétition d'arguments, et ainsi de suite, mais des fois, là, je voyais que les citoyens, on dirait qu'on s'y retrouvait pas. Puis souvent des politiques publiques en éducation, en santé qui étaient, on dirait, mal ficelées. Le mode de scrutin, moi, dès le départ, là, quand j'étais au cégep, la première fois que j'allais voter, mon candidat, il n'y avait aucune chance dans la circonscription dans laquelle j'étais. On me disait que c'était important d'aller voter. Puis, je voyais bien que la réforme du mode de scrutin avait été faite ailleurs au Québec, mais pas... c'est ça, mais au Québec, là, ça faisait longtemps qu'on en parlait, puis rien n'avait été fait. Fait que moi, au fil des années, j'essayais de trouver ma place pour essayer d'améliorer les choses, là, ou faire. Puis je me suis impliqué dans la génération d'idées de 2018 à 2023, 2018, excusez, 2008 à 2013. Puis on mobilisait des jeunes à débattre de manière constructive sur une variété de sujets complexes. Puis on avait des mentors qui étaient là pour nous aider à développer notre réflexion, notre pensée critique, à faire preuve de nuance, à penser à tel angle mort en santé, en éducation, au niveau de l'habitation, plein d'autres sujets comme ça. Puis c'était extrêmement bénéfique et très valorisant comme expérience. Puis on avait sorti des mémoires, puis on avait envoyé nos propositions à des élus. Puis dans certains cas, il y avait une ouverture d'en savoir un peu plus. C'est quoi les propositions, ainsi de suite. Mais ça l'a pas survécu, malheureusement. Génération d'idées, c'est vraiment à bout de bras de bénévoles. Puis quelques années plus tard, bien, moi, avec deux anciennes de Génération d'idées, j'ai coécrit Laisser raviver la démocratie. Puis ça, c'est en 2019. On parle un peu du rôle des élus, du rôle des citoyens. Puis à ce moment-là, euh, on avait parlé avec un ancien député du Parti québécois Sylvain Pagé, qui avait mobilisé lui-même des élus de différents partis politiques en 2011 pour essayer d'améliorer la culture politique. Il était préoccupé, pas juste lui, il y avait du monde de l'ADQ, Québec solidaire, Parti libéral. Fait qu'il a publié un manifeste en 2011, puis nous, on voulait savoir c'était quoi la suite, ça a été quoi la réceptivité de ce manifeste qui parle, entre autres, de réformer le mode de scrutin, d'avoir des assemblées de comté obligatoires, d'avoir différentes mesures là, pour améliorer la dynamique à l'Assemblée nationale entre les différents partis politiques pour avoir des politiques publiques en santé, en éducation qui ont été mieux débattues, mieux implantées, puis mieux suivies. Fait qu'on lui a demandé, ça a été quoi l'impact, ça a été quoi la réceptivité à ce moment-là de Jean Charest, Pauline Marois et d'autres parties prenantes. Puis, poliment, il nous a dit, ben, c'est des belles idées, ça fait du sens, améliorer les périodes de questions, puis d'autres réformes, puis mieux répondre aux besoins de la population, contrer le cynisme, mais il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Ils ont frappé un mur. Puis ça, c'est des élus de différents partis politiques qui avaient quand même un peu de poids, là. Mhm. Fait que ça nous a vraiment préoccupés. On l'a mis dans l'essai. On a expliqué ça. Et là, encore là, 2019, en parallèle à ça, la CAQ remporte les élections en Ouais. 2018. François Legault avait promis qu'il ferait la réforme du mode de scrutin. Qu'est-ce qu'il a fait un an et demi plus tard? Il a été le quatrième gouvernement à trahir son engagement. Fait qu'il n'est pas tout seul, là.
Faut lui dire, au moins, gars, vous n'êtes pas tout seul, le CAC. 2 fois le PQ sous Landry puis Lévesque, ils l'ont pas fait. Il avait dit qu'il a fait. Puis Jean Charest aussi. Fait que là, on voit un problème systématique, chronique. Il n'y a pas de courage politique. Il y a d'autres pays qui font la réforme du mode de scrutin. Puis nous autres ici, ben, encore une fois, on promet quelque chose d'important. Ensuite, on trahit notre engagement. Puis la population est cynique. Fait qu'il y a ça. Et aussi, en 2018, François Legault demande à Jolin Barrette, Simon Jolin Barrette, de mettre de l'avant des réformes pour rendre les élus plus imputables, plus proches des citoyens, moins de promesses en l'air, plus une culture politique saine, modernisée pour mieux confronter les problèmes auxquels on fait face. Okay? Puis Jolin Barrette sort un beau rapport d'environ 40 propositions. Et il y a là-dedans presque rien qui a été fait. On est en 2025. Il n'y a rien de substance qui a été fait. Fait que là, moi, je fais partie, encore une fois, des citoyens qui sont préoccupés. On voit ça aller. Puis on se dit, il n'y a personne qui agit. Il n'y a pas de parti politique qui s'attaque à la racine du problème. Le problème, c'est la façon de faire la politique. Puis pas juste la dynamique à l'Assemblée nationale, mais aussi la façon de travailler au niveau des municipalités, travailler avec les experts d'une manière constructive, de mieux, d'être plus proche des citoyens. Puis les idées existent. Les idées existent, puis il y en a qui ils reviennent pendant des décennies, mais il n'y a rien qui se passe. Fait que moi, puis il y a quelques années, je dis qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'ai mobilisé des anciennes générations d'idées et quelques autres personnes. On est tous des citoyens ordinaires. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, Geneviève en a 3. On a des emplois. Moi, j'ai une petite compagnie de chasse de tête. Puis, OK, comment on peut équilibrer les choses pour essayer d'avoir un impact? Fait on a choisi de créer un parti politique. On a été reconnu en 2024. Puis nous, notre angle d'approche est assez différent de ce qu'on voit dans les partis traditionnels. Parce qu'on se dit qu'on veut mettre de l'avant des réformes. On a parlé avec des anciens élus, des experts. On a une vingtaine de réformes. Là, on va en discuter un peu plus loin, là, un peu plus tard. Mais essentiellement, si on met dans l'espace public des propositions, puis ils sont prises en considération, on s'en fout de la couleur du parti politique. Mais si en 2026, on peut influencer la campagne des différents partis, puis que peu importe qui arrive au pouvoir en 2026, il y a certaines propositions de réforme qui ont eu de l'attraction, on va être satisfait. Donc, en ce moment, on est un tout petit peu plus comme un groupe de pression, mais on veut présenter des candidats en 2026. Puis également, ben, c'est un appel à l'aide. S'il y en a qui nous écoutent, qui sont intéressants d'en savoir plus, qui communiquent avec nous. On a besoin de bénévoles. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a des gens de talent, des gens crédibles qui disent que ça fait du sens ce qu'on fait. Là, il faut juste avoir une étincelle, puis un peu de traction pour avoir un peu plus d'impact en 2026. Mais c'est super intéressant parce que aujourd'hui, la politique, c'est un peu ça la question que je vais vous poser un peu, c'est beaucoup de personnes récemment dans les médias parlent que la démocratie au Québec, elle va plus ou moins bien. On parle aussi beaucoup des États-Unis, du reste du Canada. Puis, ben, selon beaucoup de personnes, ça part du système électoral. On a un système électoral ici au Québec à un tour. Si on ne gagne pas nos élections dans notre circonscription, ben c'est la fin. On n'a pas de représentativité si on ne gagne pas. Fait que, par exemple, les gens de Montréal qui votent pour un parti, mettons sur certaines circonscriptions où le Parti libéral rentre à fort, ben, les autres personnes ne sont pas représentées. Puis même chose sur les autres endroits au Québec, par exemple dans la Rive-Nord, où c'est la coalition Avenir Québec qui remporte des élections, mais toutes les autres voix ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale, tant Mm-hmm. les autres partis que d'autres organismes aussi. Fait que, Ouais. selon vous, comment on pourrait décrire l'état actuel de notre démocratie au Québec? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle pourrait aller mieux? Est-ce qu'elle est en crise au même niveau que les États-Unis? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Euh, Selon mon opinion et de ce qu'on voit, euh, il y a la, si on a un bon exemple aux États-Unis d'un système qui déraille.
Fait que on peut blâmer autant le Parti non, le Parti démocrate que Mhm. le Parti républicain, là, tu sais. Puis fait que je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, de ma réflexion sur ce qui est aux États-Unis, mais au Québec et au Canada, on voit autour de nous, en Europe et nos voisins du Sud, que c'est en train de dérailler. OK. Fait qu'on n'est pas dans une situation aussi critique. Puis on a quand même une bonne qualité des médias. On a une bonne compétition, de bonnes sources médiatiques. Je pense que on a beaucoup de travail à faire au niveau de notre éducation civique, puis pour avoir un peu plus confiance, comprendre le travail des élus, comprendre la complexité des enjeux, puis de pas simplement être cynique puis dire sont tous pareils, puis sortir plusieurs étiquettes qui sont vraiment négatives. Euh, mais pour ça, ça prend de l'éducation civique, il faut faire la part des choses. Mais à la base, nous, ce qu'on estime, c'est que si on ne met pas de l'avant des réformes pour rendre nos élus plus proches des concitoyens, fait qu'on a des réformes pour faire moins de promesses en l'air. Et Ben, c'est des bons points aussi, puis je pense que c'est ça le mot qu'on devrait dire, c'est une inquiétude, parce que c'est pas nécessairement, on n'est pas rendu à un niveau ou encore c'est grave, je crois, mais je pense qu'on peut avoir des inquiétudes par selon ce qu'on voit aussi à l'international. Puis moi, je vais vous amener à vos réformes que vous voulez proposer. On parle beaucoup de réformes du scrutin en ce moment, parce que si on regarde les sondages, ben, il y aurait sûrement un gouvernement majoritaire, encore une fois, un gouvernement majoritaire avec pas une majorité une c'est pluralité clair, des voix. ça Et on s'enligne vraiment. aurait, et on regarde que le parti qui est au pouvoir en ce moment pourrait avoir aucun siège malgré l'obtention de 15-18% des votes. Fait qu'on a Mm-hmm. encore une fois un prochain scrutin qui s'annonce à avoir avec une grande disparité entre les intentions de vote et les résultats finaux. Fait que moi, je vais vous parler de qu'est-ce que vous proposez comme réforme, tant pour le mode de scrutin, mais aussi dans votre lettre ouverte que vous avez écrite dans le Journal de Montréal, vous parlez de d'autres réformes. Fait que quelles sont ces réformes-là pour améliorer la démocratie québécoise? OK. Euh, il y en a plusieurs par lesquels je pourrais commencer. Moi, y aller avec un enjeu qu'on parlait un peu plus tôt, là, c'est le cynisme et la méfiance des gens Mhm. face à des promesses qui sont parfois vides, électoralistes. Je dis, bah ouais, c'est facile de promettre des maternelles 4 ans à tout le monde ou la maison des aînés. Là, oh ouais, ça coûte à peu près 800 000 la porte, ça marchera pas. On n'a pas assez de monde des maternelles dans la petite enfance. Ah, vous voulez faire un troisième lien basé sur quoi? C'est quoi? À quoi j'en ai, c'est que une des racines du problème, c'est l'électoralisme, les promesses en l'air. Fait que comment contrer ça? Fait une des réformes qui peut fonctionner, c'est des assemblées de comtés obligatoires. Là, je vais donner un peu plus de détails là-dessus. Fait que, imaginez-vous, à partir de 2000, peu importe là, si c'est implanté, les élus, les 125 députés, doivent rencontrer leurs concitoyens 4 fois par année pour faire un état des lieux, pour dire, OK, voici sur quoi on travaille en santé, en éducation, voici ce qui se passe au niveau du projet local pour l'hôpital, pour l'habitation. Puis, voici qu'est-ce qui avance, voici qu'est-ce qui s'en vient, voici qu'est-ce qu'on a conclu. Fait que là, tu as une rétroaction directe avec la population, ce qui fait en sorte que là, ils vont dire, ben là, ton chef ou ta chef, vous aviez promis telle chose, ou toi, pendant la campagne électorale, tu avais promis ça. On en est où? Fait que cette reddition de compte-là, direct avec la population, réduit le désir ou je dirais, c'est ça, la faiblesse là, de vouloir promettre un peu des affaires qui ont été mal réfléchies en espérant gagner des points électoraux. Là. Fait puis aussi, ben, ça augmente la confiance envers les citoyens. Fait que ça, c'en est une. C'est sûr, ben, la réforme du mode de scrutin, nous, c'est quasiment notre article 1. Puis là, il y a d'autres. Ce qu'on propose aussi, c'est ça prend une meilleure formation des élus
euh, il faut que nos élus aient plus de temps à être formés sur des enjeux complexes, comme l'habitation, comme l'intelligence artificielle, comme la, au niveau de la santé, l'éducation, des dossiers qui sont un peu plus larges. Et d'une part, il y a ça. Également, si on veut que nos élus puissent faire des assemblées de comté de qualité, puis qu'ils puissent bien maîtriser les dossiers, ben, tu peux plus vraiment être un député backbencher. Il faut que tu maîtrises ce qui se passe sur chacun de tes dossiers, puis dans ta circonscription. Fait que ça, le gros problème avec ça, c'est que nos élus actuellement manquent déjà de temps. Puis ça là, tout va vite. Ils doivent non seulement maîtriser différents dossiers, mais aussi ils sont souvent en voyagement à l'Assemblée nationale, dans leur circonscription et autres. Il y a d'autres éléments qui font en sorte que c'est très difficile pour eux d'avoir assez de temps. Fait que nous, on a observé qu'en Suisse, dans certains cantons en Suisse, en Suède et ailleurs, ils ont des députés suppléants. OK? Le rôle de député suppléant, là, nous, de la façon qu'on le voit, on remplacerait plutôt un attaché politique. En général, là, les députés, ils ont à peu près 2 attachés politiques. Fait que tu en remplaces un par un député suppléant qui serait un peu colistier. Et lui ou elle permettrait des fois à être à l'Assemblée nationale quand c'est moins urgent. Fait que, imagine-toi un capitaine, puis un assistant capitaine. Fait que le capitaine, c'est le principal député. Mais l'autre, il dit, OK, là, il faut que je sois plus dans ma circonscription. Il faut que je me forme un peu plus sur le dossier de l'habitation, l'itinérance, peu importe. Là, peux-tu être à ma place à Québec et vice-versa? Euh, Puis ça, quand j'étais dans Arthabasca pour l'élection partielle, là, je parlais avec des concitoyens. J'avais du monde qui était autant conservateur, Éric Duhaime, que du monde qui était QS. Ils trouvaient que ça faisait du sens. Puis, ben, parce que moi, je leur disais, mais mettons, Éric Duhaime, il remporte les élections, c'est quand même le chef, là. Ça va être difficile pour lui de vraiment passer du temps dans la circonscription. Puis bien, tu sais, lui, c'est porte-parole, c'est le chef, il doit être impliqué dans une série de dossiers, répondre aux médias continuellement. Fait que ça va être difficile pour lui de bien vous représenter. Même affaire pour des ministres, même affaire pour des députés qui habitent loin en région. Fait que ça, c'est une autre proposition forte qu'on explique le député suppléant. Puis évidemment, ça peut attirer un peu plus des gens qui ont déjà une famille, des femmes. Puis pour revenir à quand on a parlé avec moi j'ai parlé avec du monde qui sont en Suisse ou en Suède, ils ont dit c'est extrêmement apprécié le rôle de député suppléant. Puis c'est pas quelque chose qu'on va éliminer, c'est un bon investissement. Puis justement investissement, je veux juste rajouter là-dessus, c'est que parce qu'il y en a qui disent que ça coûte très cher, puis ainsi de suite, mais je dis il y a 2 choses. Premièrement, avec des députés suppléants, il n'y a plus d'élection partielle. Il y a quelqu'un qui part, puis une élection partielle, ça coûte environ 1,2 million. Mhm. T'en payes des députés juste avec une élection partielle, de un, puis de deux, le but, c'est de prendre des meilleures décisions. Le but, c'est d'avoir des élus qui ont le temps de respirer, de prendre un pas de recul, puis aussi de mieux passer du temps dans la circonscription. Puis pour ça, ben, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas rajouter plus d'heures dans une semaine, dans une année. Fait qu'un député suppléant permettrait d'avoir des réflexions mieux réfléchies, mieux débattues, mieux implantées. Un autre là, la réforme que je vais mentionner fait référence un peu, encore une fois, à comment réduire la partisanerie, les combats, les éléments négatifs qui irritent la population. Puis, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de commissions spéciales. Les commissions spéciales sont transpartisanes. Là, une des récentes, c'était sur les écrans et les médias sociaux. Et tu avais des gens de tous les partis politiques. Fait que, évidemment, CAQ, libéral, PQ, QS. Ils ont travaillé ensemble pendant 1 an. Puis fait que ça crée un consensus. Et ils ont pris le temps de réfléchir ensemble. Fait que ça, les gens apprécient. La plus belle commission spéciale qui a été appréciée, c'est celle sur l'aide médicale à mourir. Moi, j'ai parlé avec des élus qui étaient, ben, c'est sûr, il y avait Véronique Yvon qui avait mené ça,
Mais tu avais des députés libérales, puis d'autres partis. Ils ont adoré leur expérience. Ils étaient tellement contents. Puis même les gens dans leur circonscription disaient, ah, ça fait du bien de voir que vous êtes capables de travailler ensemble. Fait que nous, il y en a, le constat qu'on voit, c'est qu'il y en a eu juste 7 de ces commissions spéciales-là depuis 1984. Nous, on veut augmenter la fréquence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait une ou 2 ans ou peut-être une fois par année. Puis, on a une mécanique là, qui permet là, de faire en sorte que ce serait 125 députés qui voteraient vote préférentiel sur le sujet qu'ils souhaiteraient adresser. Fait que, mettons, ils pourraient en avoir une l'an prochain sur l'itinérance, sur l'habitation. Puis l'année suivante, sur un autre sujet. Oui, mais c'est intéressant que vous parlez des commissions spéciales parce que oui, changer le système de scrutin, c'est une bonne idée, je pense. Oui, ça va peut-être avoir un impact, puis ça va sûrement réduire le cynisme politique. Mais on le voit en Europe, comme des pays comme l'Allemagne, qui ont un mode de scrutin plus proportionnel avec compensation, puis il y a quand même du cynisme politique, il y a quand même des tensions politiques aussi. Fait que c'est pas une solution miracle non plus. Mais je trouve que certaines des réformes que vous avez proposées, comme le député suppléant ou particulièrement les commissions spéciales, parce que oui, la commission d'aide médicale à mourir, j'avais travaillé j'avais pas travaillé sur cette commission-là, mais j'avais écrit un mémoire pour un de mes engagements en lien avec l'aide médicale à mourir, et c'était revenu beaucoup dans cette commission-là. On avait été la première province à légaliser ça avant même que le Canada se prononce. On avait été plus Mm. vite qu'eux, puis ça avait été transpartisan. Puis je pense que c'est un des éléments qu'on a besoin aujourd'hui. C'est beaucoup plus de collaboration entre les partis. Puis le système actuel, c'est probablement peut-être comme ça qu'on va réussir à modifier ça, mais favorise pas la collaboration parce qu'un parti peut se faire élire avec une tellement grande majorité, comme on a vu avec la CAQ ou tous les autres partis. Puis, tu Mm. sais, pour parler des projets de loi plus récents, comme les projets de loi sur la Constitution du Québec ou les projets de loi sur les médecins, on le voit un peu que des fois, ça a genre la déconnexion entre nos élus et la population et les autres partis. Fait que, mais en prévision de 2026, qu'est-ce qu'on Mhm. peut faire, nous, en tant que citoyens ordinaires? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de peut-être jouer un rôle qui va au-delà de juste voter pour essayer de nous faire entendre par rapport à ce que nos politiciens font, puis comment qu'on peut faire aussi pour que on ait des projets de loi, plus de collaboration à l'Assemblée nationale? Ben, il y a, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont militants d'un parti en particulier, ben, qui se renseignent, qui regardent un peu nos propositions, évidemment, là, sur notre site, puis ce qui va ressortir là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et s'ils trouvent qu'il y a des propositions qui font du sens, ben, qu'ils écrivent, qu'ils interpellent leurs députés ou qui interpellent là, les candidats qu'il va y avoir en 2026. Fait qu'il y a ça. Alors, toutes vos réformes sont sont intéressantes. C'est aussi des réformes qui vont contre ce qui se passe actuellement à Québec. Moi, ma question, c'est plus maintenant pour, oui, réformer les institutions, mais qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, qui ne sont pas nécessairement des acteurs politiques ou qui ne sont pas membres d'un parti, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour tenter d'influencer nos élus, puis tenter de pousser pour qu'il y ait cette réforme-là, puis qu'il y ait moins de cynisme en politique? Qu'est-ce qu'on peut faire en prévision des élections de 2026 qui vont arriver sûrement plus vite qu'on le pense? Euh, je, je- je vais essayer de donner des idées, mais malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, mais il faut vraiment y aller par une pression qui peut être parfois s'impliquer dans différents mouvements, comme par exemple pour la réforme du mode de scrutin, il y a le mouvement Démocratie Nouvelle. Eux, ils militent pour ça. Vous pouvez écrire aux députés dans votre circonscription, interpeller les candidats pendant la campagne, écrire des lettres ouvertes, s'impliquer au sein de Québec innovant, euh, devenir militant, un agent, parce que moi, de la façon que je le vois, là, puis on a parlé avec des experts ou avec des anciens élus, puis du monde qui gravite autour de la politique, puis euh, les... là, on est dans un point de non-retour, là, dans le sens que tout va vite, tout est complexe, nos élus ont beaucoup de pression et il faut que ça change. Il y a pas, puis, encore une fois, Jolin Barrette, il avait quand même créé un bon document en 2020. Là, ça leur appartient à avoir presque rien fait de substantiel avec, mais le document existe. Le manifeste existe. Les outils sont là. Là, c'est un enjeu d'exécution.
Puis, il n'y a pas de miracle. Il y a différents moyens de pouvoir essayer de se faire entendre. Puis, ben, nous, on croit que au-delà des mouvements, puis au-delà d'infiltrer, de rentrer dans un parti existant qui a déjà sa couleur, son idéologie, ses racines, son plan de match pour 2026, nous, on se dit qu'on est un excellent véhicule. Ce que ça prend, c'est qu'on ait des candidats dans quelques circonscriptions en 2026 qui ont du poids et qui influencent l'espace public. Puis espérons-le, les principaux partis. Puis on ne sait jamais, peut-être qu'on va pouvoir se retrouver avec des gens à l'Assemblée nationale qui vont incarner cette culture-là, qui vont dire, ah ouais, PQ libéraux, vous entendez sur tel point, travailler un peu plus ensemble. Ah, il y a telle chose qui. Fait une reconnaissance de la compétence, de la qualité du travail des autres, de travailler un peu de manière constructive. Nous, on serait des agents, essentiellement des diplomates. Le meilleur exemple que je peux donner là, aux États-Unis, c'est Bernie Sanders. Sanders, là, c'est un indépendant, mais il est capable. OK, il a mis la couleur démocrate, mais il est capable de parler avec n'importe qui. Lui, il dit, moi, à base, là, je vais y aller avec ce qui est important pour la population, qu'est-ce qui fait du sens, puis je m'en balance de la couleur politique de la personne. Ça en prend plus des gens comme ça. Moins de gens qui ont des égaux, qui sont là pour des raisons de pouvoir ou d'idéologie, puis ils sont pas capables d'écouter les autres. Puis plus de gens comme Véronique Yvon, comme Christine Labrie qui s'en va de QS, puis d'autres. Il y a des élus qu'on regarde aller, puis on se dit non, restez, c'est des gens comme vous qu'on veut. Tu sais, moins, je veux pas être méchant, là, Non, c'est correct, pas besoin de je nommer veux de pas nom. nommer des gens que je trouve pas impressionnants, là, mais les gens le savent, ils sont capables de se faire une tête là-dessus. Là. Puis, je m'excuse, moi, je voudrais vous poser une question. Là, comme vous pouvez voir, je suis Ah capable oui, de parler oui. longtemps, mais vous êtes étudiant en, en, en droit, puis au niveau de la science politique, l'Université de Montréal, vous êtes intéressé par la politique. Vous, c'est quoi un peu, là, certaines des souhaits des gens dans votre entourage? Ben, dans mon entourage, je dirais que moi, j'ai un entourage quand même assez politisé de différentes partis politiques et qui s'intéressent à la politique. Fait que c'est sûr que une réforme de scrutin, je pense, c'est probablement l'enjeu numéro un. Moi et mon ami, on a participé à un concours il y a quelques années, puis on avait écrit un projet de loi de réforme de mode de scrutin au Québec. Tout l'aspect juridique, constitutionnel, puis on avait réussi à faire une réforme de scrutin où on faisait que tous les votes, peu importe qui étaient où, allaient avoir un impact au final sur la composition de l'Assemblée nationale. Fait que moi, je Oui, pense que c'est probablement l'enjeu numéro un pour moi. Mais aussi, je pense, un des éléments, c'est que on dirait que au Québec, selon moi, les partis politiques sont quand même assez proches. Il y a des différences, évidemment, entre différents partis politiques par rapport à des enjeux comme la souveraineté, la langue et tout, mais au final, on n'a pas comme des grandes oppositions, je trouve, malgré le fait qu'on a plusieurs partis. C'est juste que j'ai l'impression parfois que c'est politiquement pas payant de collaborer avec d'autres partis. Ça apporte pas de vote, ça apporte rien à peu près. On est bien mieux hum. dans l'espace actuel, de critiquer, de pas collaborer, parce que c'est comme ça qu'on remporte les élections après. Mais Ben, c'est ça que fait les médias, malheureusement. Puis ça, c'est c'est ça qui est malheureusement, plate. Tu sais, ils sont importants, sont pertinents, mais ils sont un peu pyromanes des fois. Là. oui, puis Moins d'énergie sur le positif, mais en même temps, c'est la population, c'est les codes d'écoute. On ralentit tout quand on voit un accident, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Puis, ça, c'est de l'éducation civique, malheureusement. oui, puis je pense aussi, ça c'est le plus gros truc, vous l'avez parlé, c'est l'éducation civique. C'est que moi, je pense que le cours au secondaire sur la citoyenneté et l'éducation, Clairement. ça devrait partir de là. Puis c'est pas nécessairement d'imposer une idéologie, mais juste de dire aux gens de comme l'importance de voter, de dire pourquoi on vote, c'est quoi notre système, comment ça marche, comme pourquoi il y a différents Ouais. partis politiques et tout. Puis je pense que c'est important parce que peu importe pourquoi on vote, pour qui on vote, je pense que c'est important de se prononcer parce que des fois on a tendance à certains partis vont des fois pas le dire ouvertement, mais encouragent la non-participation aux élections parce que ça les avantage. Mais j'ai l'impression que c'est comme un droit qu'on s'est battu pour. Ça a été long avant de l'avoir, ce droit de vote-là, puis il faut l'exercer. Puis moi, j'ai pas de problème, peu importe qu'on vote à droite, à gauche, au centre, n'importe où, il faut le faire. Il faut voter. Je pense que ça nous donne, c'est un droit qu'on doit faire parce que sinon, les élus,
Ben, malheureusement, vont se fier juste à ceux qui votent. Puis moi, Ouais. les jeunes, c'est beaucoup eux qui, c'est souvent ce groupe-là qui vote moins. Puis que nos populations plus âgées, ben, eux vont voter davantage, fait qu'ils sont davantage entendus. Fait que c'est un peu ça l'enjeu. Je pense que c'est une question de système, mais c'est une question de comment on pense à la politique. Puis je pense que les organismes comme vous avez créés, je pense que c'est une étape. Puis je pense aussi de penser que ça va au-delà des partis politiques. Tu sais, il n'y a pas juste ça, là. Ouais, puis je veux faire du pouce un peu sur justement l'éducation civique. Il y a plusieurs moyens qui peuvent être pris. Là. Vous en avez mentionné un avec une formation, que ce soit dans le curriculum, de voir. Puis les pays scandinaves, là, ils le font. Fait que très jeunes, très tôt, les jeunes sont politisés, et ça. Et là, pour ce qui est des adultes, ben, il faut que les campagnes électorales soient un peu plus clair, les débats, Mhm. revoir la formule pour que tu peux pas demander à François Legault ou à Paul Saint-Pierre Plamondon ou Pablo Rodriguez ou autres, là, Zanetti, en tout cas, puis je veux au moins les nommer, là, puis là, j'ai un trou de mémoire, là, Rue Rubard. Magasin. Bon, OK. Fait que tu peux pas leur poser une question complexe sur comment améliorer la première ligne en santé, vous avez 3 minutes. Puis là, l'autre, il a juste 2 minutes pour répondre. Tu sais, il faut revoir le cadre pour permettre à l'éducation civique de bien comprendre, d'avoir une certaine empathie face à la réalité, la complexité du système, puis aussi mettre nos élus dans un cadre où est-ce que tu vas chercher le meilleur d'entre eux. Parce que là, si tu es obligé de répondre puis de débattre, il me semble que c'est en France, là, il y avait Macron qui était devant, que ce soit Marine Le Pen ou d'autres, ils sont assis face à face, puis Mhm. ils parlent pendant 1 heure et demie. Je me souviens plus si c'est 1 heure. Hey, là, là, ils argumentent, ils ont le temps d'adresser un sujet complexe, puis c'est des éléments comme ça qui sont nécessaires. Là, ça sort du cadre d'un parti politique qui veut mettre de l'avant des réformes. Là. On est plus là, dans l'éducation civique, mais c'est extrêmement crucial. Parce que sinon, tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Les citoyens, les experts, puis les élus. Il y en a un paquet qui partent ou qui ne veulent pas aller en politique pour différentes raisons qu'on a déjà nommées. Puis il y avait du Mais, d'autres. Je m'excuse, là, c'est moi. Ouais, ouais, allez-y. ben non, mais je vous remercie pour l'entrevue. Malheureusement, mon compte Zoom, il n'y a pas plus de temps que ça. Mais OK. c'était vraiment plaisant de discuter avec vous. Puis je pense que dans cette nouvelle série-là, en route vers les élections 2026, on veut parler à des acteurs, on veut pas juste parler à des députés ou à des membres de partis. Puis je pense que c'est un bon premier épisode. Je salue votre engagement, puis j'ai hâte de voir comment ça va aller avec avec Québec innovant en 2026. C'est une année qui s'annonce particulièrement intéressante. Fait que je vous remercie pour cette entrevue, puis je vous dis à la prochaine. Si jamais on va mettre aussi les liens de votre organisme dans la bio, comme ça les gens pourront aller suivre vos différentes pages en ligne. Ouais. Ben, merci encore, Christophe. Puis pour s'il y en a qui sont interpellés, communiquez avec nous. On est à la recherche de bénévoles et de candidats. Ben, merci beaucoup tout le monde pour avoir écouté cet épisode de En route vers les élections 2026 du Choc politique et je vous dis à la prochaine fois.